Depuis la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, puis celle de Byzance, de nombreux débats persistent sur les véritables héritiers de Rome. Bien sûr, peu importe qui le revendique, il est impossible de ramener la Rome d'autrefois. Mais il peut être intéressant de chercher qui sont les véritables héritiers de Rome. La nation romaine a fondé la civilisation européenne actuelle et son influence demeure majeure, rendant sa portée symbolique incontournable. Au final, en examinant les caractéristiques de la nation romaine, j'en suis venu à la conclusion que notre pays est très proche d'être un héritier de Rome. Je vais vous présenter quelques sujets, alors n'hésitez pas à comparer vous aussi. C'est vraiment incroyablement similaire, on ne peut pas l'ignorer. Rome a commencé sur la péninsule italienne d'aujourd'hui, une péninsule qui s'étend des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Les avantages défensifs sont importants. Le sommet des Alpes culmine à 4807 mètres. La péninsule, entourée par la mer sur 3 côtés, devenait difficile à attaquer une fois unifiée. La Corée du Sud, comme Rome, est sur une péninsule, entourée par les mers de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Au nord, le fleuve Amnok et le fleuve Tuman la séparent de la Mandchourie. La péninsule coréenne bénéficie d'atouts défensifs, notamment grâce au fleuve Amnok et Tuman au nord, offrant une protection naturelle. Au nord, le plateau de Gaema et de hautes montagnes rendant la région difficile à attaquer en temps de guerre. Comme Rome, la péninsule est bordée par la mer sur 3 côtés. À l'époque du Principat, Rome avait 24 provinces au Moyen-Orient. Les ressources agricoles du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord représentaient une force majeure pour Rome. Surtout, c'est parce que Rome pouvait exercer une grande influence dans cette région qu'elle a pu se développer autant. Les diverses denrées alimentaires et produits fabriqués ici étaient exportés vers Rome, ce qui a permis à la puissance de Rome de croître de plus en plus. La Corée du Sud exerce également une certaine influence au Moyen-Orient, même si, bien sûr, elle ne possède pas de province comme Rome. Cependant, elle a un impact considérable grâce à ses nombreuses exportations. Le Moyen-Orient est actuellement l'un des principaux marchés d'exportation et d'importation de la Corée du Sud, et les exportations vers cette région continuent d'augmenter. Les importations de matières premières et d'énergie augmentent également, ce qui renforce les liens entre le Moyen-Orient et la Corée du Sud plus que jamais. De plus, les Émirats arabes unis accueillent des troupes sud-coréennes qui participent à la formation des forces spéciales émiriennes, à des exercices conjoints et à la coopération en matière de défense. En cas d'urgence, elles ont également pour mission de protéger les ressortissants coréens. Rome possédait une arme symbolique et puissante appelée le gladius, un poignard. C'était l'arme standard et principale de l'armée romaine. Bien sûr, l'arme principale de l'armée romaine a changé selon les époques. Cependant, le gladius reste l'arme la plus connue du grand public. Même conçue pour le combat, l'épée était courte à cause des limites physiques, techniques et de contraintes militaires de l'époque. Tout d'abord, avec la technologie de raffinage de l'époque, il était difficile de fabriquer de longues épées solides. De plus, les gens étaient en moyenne plus petits que les personnes d'aujourd'hui. Étant plus petits, il leur était sans doute plus facile de manier une épée courte. De plus, cette épée a été conçue pour des combats de groupe à grande échelle plutôt que pour des duels en 1 contre 1. Lorsqu'ils combattaient, les soldats romains portaient un grand bouclier appelé scutum dans une main. Ils avaient donc besoin d'une courte dague, et ils ont maximisé l'efficacité en utilisant le gladius, qui était parfaitement développé pour les attaques des stocks. La Corée du Sud possède également une arme symbolique et puissante. Il s'agit du canon automoteur K9. Le canon automoteur K9 est aujourd'hui l'une des armes les plus performantes parmi tous les canons automoteurs mondiaux. Comparé au PZH 2000 allemand, il est inférieur en capacité de munitions, cadence de tir et portée. Son prix très bas face à ses performances permet d'acheter au moins 4 K9 pour le prix d'un seul PZH 2000, offrant ainsi de meilleures performances globales. En utilisant le nouvel obus à portée étendue d'une portée maximale de 40 km, il est possible d'augmenter la portée jusqu'à 54 km. De plus, malgré son poids de 47 tonnes, il possède une bonne mobilité. Même avec 47 tonnes, il peut rouler à grande vitesse et s'arrêter brusquement. C'est aussi une arme capable de gravir des pentes raides. Roma a aboli la monarchie existante vers 510 avant Jésus-Christ et a établi une république. Elle a ensuite été maintenue pendant environ 450 ans, jusqu'à la fondation de l'Empire romain. La République romaine a fortement influencé l'idéologie républicaine des générations suivantes. La République de Corée demeure également une démocratie au système républicain sans roi. César en Italie. César de Rome a vaincu les armées des forces sénatoriales en Hispanie et en Grèce, devenant ainsi le détenteur du pouvoir absolu à Rome. À partir de ce moment, la République romaine a pris fin et l'Empire a commencé. Par la suite, Auguste a établi le régime impérial, ce qui a entraîné la chute définitive de la République romaine. De la même manière, en Corée, la Deuxième République s'est effondrée à la suite du 16 mai, et le régime militaire a commencé en 1961.
Le président Park Chung-hee a pris le pouvoir jusqu'en 1979, puis le président Chun Doo-hwan a dirigé le pays par le biais de l'armée jusqu'en 1987. À Rome, de 235 à 284, les différentes armées de l'Empire romain ont elles-mêmes proclamé et déposé des empereurs. Cette période est appelée l'ère des empereurs soldats. Entre la mort d'Alexandre Sévère et l'accession au pouvoir de Dioclétien, 18 empereurs se sont succédés en 49 ans. De même, en Corée, les présidents Park Chung-hee, Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo, qui ont mené les coups d'état militaires du 16 mai et du 12 décembre, étaient tous d'anciens militaires devenus chefs d'état. On dit que toutes les routes mènent à Rome, tant les routes romaines étaient célèbres. Grâce à ce réseau routier, les Romains pouvaient facilement déplacer leurs armées, échanger des marchandises et transmettre des nouvelles. Le système routier romain comprenait environ 80 000 km de routes pavées et plus de 400 000 km de chemins. À l'apogée de Rome, près de 29 grandes routes militaires rayonnaient à partir de la ville. Certaines routes construites à l'époque romaine sont encore utilisées aujourd'hui, témoignant de l'excellence de l'architecture romaine. En Corée, au 7 février 2024, le réseau autoroutier s'étend sur 5016,6 km, ce qui est très dense et vaste par rapport à la superficie du pays. À l'exception de quelques rares sections, toutes les autoroutes ont au moins 4 voies. Par exemple, au Japon, il existe de nombreuses autoroutes à seulement 2 voies, alors qu'en Corée, ce cas est extrêmement rare. L'Empire romain utilisait principalement des légionnaires pour construire ses routes. C'était considéré comme un honneur, à tel point que certains soldats érigeaient des stèles commémoratives à côté des routes pour enregistrer leur participation ou célébrer la construction. De même, en Corée, des militaires ont été mobilisés pour la construction des autoroutes. Par exemple, pour l'autoroute Gyeongbu, des unités du génie militaire ont été déployées pour mener à bien les travaux. Ils ont joué un rôle décisif dans l'achèvement de la route, en dirigeant la construction dans des zones montagneuses difficiles, et sur des cols réputés difficiles comme Dallin et Mongdan. Bien sûr, il n'y a jamais eu de division officielle à Rome. En 395, l'un des 2 fils de Théodose Ier a partagé l'Empire romain et a gouverné les terres de l'Ouest, ce qui a finalement conduit à l'appellation d'Empire romain, d'Occident, ou Empire d'Occident, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain d'Orient n'était pas un pays distinct, mais une appellation pratique pour la zone gouvernée par l'empereur à l'est de l'Empire romain. Les 2 fils de Théodose Ier ont continué le système de corégence en tant qu'empereur d'Occident et empereur d'Orient, ce qui a conduit à la division. Le problème, c'est que l'Empire romain d'Orient était assez puissant, et, avec des frontières plus restreintes à défendre, il a duré plus longtemps que l'Empire d'Occident. Mais l'Empire d'Occident a été conquis par les Germains, en 476, marquant ainsi la fin de l'Antiquité. La Corée a également été divisée. Le 15 août 1945, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire du Japon s'est effondré, et la Corée a retrouvé son indépendance. À ce moment-là, pour désarmer les troupes japonaises stationnées sur la péninsule coréenne, les troupes américaines sont entrées au sud du 38e parallèle, et les troupes soviétiques au nord. À ce moment-là, l'Union soviétique a établi une administration militaire au nord de la péninsule, et les États-Unis ont fait de même au sud. Faute d'accord, 2 gouvernements séparés ont été créés, ce qui a conduit à la division qui perdure encore aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous ? Il y a vraiment beaucoup de points communs, n'est-ce pas ? Il semble vraiment que les Coréens soient les véritables héritiers de Rome. Si vous voyez d'autres similitudes entre Rome et la Corée, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup.